Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CryptoForce, cette actualité crypto numéro 70. Donc voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Et puis écoutez, aujourd'hui on va parler de deux projets crypto en particulier, donc VeChain et Fed, où il y a des nouvelles vraiment sympas. Et après sur le reste, il n'y a pas de nouvelles transcendantes à afficher, donc je ne vais pas en parler. J'ai également parlé du Bitcoin, bien évidemment, et surtout des actualités, ça, vraiment explosives en ce moment, et on le voit sur la volatilité du Bitcoin, il y a des impacts. Et sinon, on parlera bien évidemment en fin de vidéo des actualités crypto plus générales et également économiques. Voilà, donc je vous rappelle également que je suis pas un conseiller financier, que tout ce que je dis est informatif uniquement et que vous devez faire vos propres recherches, c'est très important. Allez, c'est parti! Donc j'ai commencé avec le Bitcoin et effectivement le BitMEX Research du 12 avril 2024. Et donc là, vous voyez, donc on a un outflow effectif pour le 12 avril, mais on a sur tout l'ensemble, la moyenne, on a 12,5 milliards de dollars qui sont injectés sur le marché de ETF Bitcoin Spot. Donc je rappelle que là, c'est vraiment le tableau de recherche de statistiques de BitMEX Research qui liste tous les gestionnaires d'actifs comme BlackRock, Fidelity, etc. qui ont mis en place les ETF Bitcoin Spot. Et donc on peut voir que là, il y a une tendance sur le fond, sur les jours récents, entre des jours positifs et des jours négatifs en termes de flux entrant et sortant sur les ETF Bitcoin Spot. Donc ça veut dire que l'engouement est en train peut-être, je dis bien peut-être, de se tasser pour les nouveaux entrants sur les ETF Bitcoin Spot. Donc je dis c'est une très bonne nouvelle personnellement, c'est ce que je pense, parce que ça veut dire que les gens ont compris peut-être qu'il vaut mieux avoir peut-être de véritables Bitcoins sur, je peux pas dire physiquement, mais du coup virtuellement sur les clés Ledger ou même sur les plateformes exchange centralisées, même si c'est pas l'idéal parce que on sait bien que la centralisation là-dedans, eh bien, on n'est jamais à l'abri d'un problème comme FTX par exemple, etc. Mais c'est toujours mieux que d'avoir du Bitcoin sous format papier, entre guillemets, avec les ETF Bitcoin Spot. Donc, voilà, donc ça c'est plutôt assez intéressant de voir la dynamique, mais il faut savoir aussi que la dynamique, elle est aussi très particulière en ce moment à cause du halving, bien évidemment. Et donc, je vais forcément vous parler du méga crash, hein. Enfin, quand je dis méga crash, c'est pour les personnes qui sont un peu impressionnées d'avoir une correction de moins 10%, allez, moins 10, moins 20% sur le Bitcoin. Alors que vraiment, ce n'est rien du tout, hein, parce qu'on a eu des cycles, par exemple précédents, où il y a eu des corrections de 30% d'un coup sur le Bitcoin. Notamment sur le précédent cycle, moi j'ai connu un portefeuille qui variait de moins 10 à moins 30% en une journée. Moi je peux vous dire que c'est pas pareil que d'avoir un retracement de moins 10% sur une journée. Bon. Mais voilà, j'ai un tweet pour vous expliquer tout ça de Rect Capital que je trouve vraiment très intéressant parce qu'il liste donc trois phases sur le halving du Bitcoin. Donc, je rappelle que le halving du Bitcoin a lieu la semaine prochaine, entre le 19 et le 20 avril pour être précis. Et donc ici, on voit qu'il y a eu un premier retracement, donc là, sur notre premier halving de moins 18%. Donc au total, nous avons eu moins 18% sur quelques jours échelonnés pour le Bitcoin. Vous l'avez vu, ça fait toujours mal au cœur de voir ça, il faut s'accrocher, mais c'est pas grand-chose par rapport au record qu'il y a eu par exemple en 2016 où c'était moins 38%. Imaginez moins 38%. Là, c'est pas pareil. Et en 2020, nous étions à moins 19%. Donc là, nous sommes dans quelque chose où, suivant l'histoire, eh bien, tout simplement, ça se répète. L'histoire se répète sur les périodes de pré-halving pour le Bitcoin. Donc en fait, ce qui se passe là, c'est presque normal, j'ai envie de vous dire, qu'on ait une correction aussi sévère de guillemets, pour le Bitcoin. Voilà. Et nous sommes effectivement à 7 jours seulement, donc là bien 6, bien évidemment pour le Bitcoin. Et ce qui est intéressant, c'est que la vision derrière, historique, toujours d'après donc Rect Capital, sur la période de post-halving. Et donc là, pour la période de post-halving, il y aura une phase d'accumulation qui durera à peu près 5 mois. Et donc, vous aurez les prix du Bitcoin, peut-être, je dis bien peut-être, si la raison reste capitale, eh bien, qui vont stagner autour d'un range
particulier pour le Bitcoin comme on l'a connu hein, dans le passé ou même durant le bear market. Voilà. Et enfin, après ces 5 mois de accumulation post-halving, eh bien, nous aurons un cycle parabolique, hein, et donc c'est-à-dire le vrai cœur du sujet du bull run, hein, c'est-à-dire une montée des prix parabolique du Bitcoin. Voilà, et donc ça, ce sera une phase qui durera à peu près un an, donc 385 jours, si on en suit les précédents cycles. Et ce que rajoute à titre personnel, donc Recto Capital, que lui, il pense que là, avec les éléments géopolitiques qui sont vraiment en train d'impacter les marchés financiers et peut-être même les marchés donc des crypto-monnaies, eh bien, on va avoir un cycle au niveau des marchés, au niveau du bull run, sera divisé par deux parce qu'il sera accéléré notamment par la chute des, peut-être, hein, là je rajoute ma sauce, ma petite parenthèse en aparté, la crise peut-être boursière, la crise bancaire, enfin on a la totale, il faut dire que là tout est en train de partir en vrille sur tout ce que l'on connaît en termes de nos civilisations économiques, hein, sur le plan économique bien évidemment, et donc il n'y a pas grand-chose qui tient de la valeur refuge au niveau contre les marchés boursiers, contre cet aspect-là, c'est-à-dire il y a le Bitcoin désormais et également l'or et l'argent. On en a déjà parlé. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'est fou quand même ce qui est en train de se passer. On va en parler bien évidemment dans les actualités économiques. Bon, donc je trouvais vraiment intéressant ce petit tweet, et également rassurant parce que c'est vrai que quand on voit toujours une baisse des prix du Bitcoin, toujours beaucoup de personnes qui ne connaissent pas vraiment, et c'est là le problème, hein. Par exemple les débutants ou même les personnes qui ne sont pas trop intéressées à l'histoire ou même comment fonctionne, marche le Bitcoin, eh bien c'est très facile de paniquer et donc de rentrer dans le jeu de tout vendre sur un coup de tête, par exemple, ou inverse, de tout acheter sur un coup de tête. Voilà, donc l'émotion, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bannir hein, de, de tout ce qui est l'aspect d'investissement, mais même pas que dans le Bitcoin, hein, sur tout l'ensemble des investissements possibles, parce que c'est l'ennemi numéro un de l'investisseur, clairement. Bon, allez, je continue sur les actualités sur le Bitcoin avec, hop, un premier article de Cointelegraph France, l'expert en investissement Robert Kiyosaki se méfie des ETF Bitcoin au comptant. Donc effectivement, c'est ce que je vous disais, donc là ça rejoint totalement en fait, la philosophie des personnes qui ont compris à quoi sert le Bitcoin, c'est-à-dire que le Bitcoin, c'est quelque chose qui est décentralisé par nature et qui est censé être dans les mains des citoyens. Donc, si on les met dans les mains, si vous mettez votre argent sur des ETF Bitcoin, eh bien, vous donnez votre argent quelque part aux gestionnaires d'actifs, vous leur confiez et donc vous centralisez quelque chose qui à la base est censé être décentralisé. C'est un peu dommage. Bon, j'ai dit plusieurs fois, mais en tout cas, l'avis de Robert Kiyosaki, elle va plutôt dans ce sens-là, hein, c'est confirmé, si je puis dire, par cet expert. Ensuite, je vais continuer avec un autre article de cointribune.com, ETF Bitcoin, l'approbation par Hong Kong pour attirer des milliards de dollars. Donc ça, c'est la nouvelle, effectivement, encore, hein, sur les ETF, sur un autre pan, donc un autre continent, donc au niveau de l'Asie. Et effectivement, lundi apparemment, donc demain, il y aurait peut-être l'approbation et l'arrivée de nouveaux ETF Bitcoin Spot sur le marché, et cette fois qui ne seraient pas attribués à BlackRock, hein, mais à d'autres gestionnaires d'actifs plutôt asiatiques. Donc là, on entre dans vraiment une démocratisation pour le meilleur et pour le pire, hein, comme vous l'avez compris, et comme le dirait Robert Kiyosaki, bien évidemment, vous l'avez compris. Allez, je continue cette fois, je vais passer donc au prochain projet, c'est-à-dire VeChain. Donc là, on va s'intéresser au projet crypto, les amis. Donc, notamment avec un premier tweet et une première bonne nouvelle de la part de la fondation VeChain, c'est l'arrivée tout simplement explosive hein, de VeChain dans le milieu du RWA, c'est-à-dire du Real World Asset. Et là, effectivement, regardez, donc on a un petit trailer qui en fait tout simplement introduit la nouvelle révolution qu'est en train de mettre en place VeChain au niveau du lien entre la blockchain, le virtuel, le physique et surtout donc l'aspect de traçabilité. Et donc VeChain a créé tout simplement des gants, donc entre des gants pour les athlètes les combattants de l'UFC, donc parce que je rappelle que VeChain a un partenariat avec l'UFC aux États-Unis, hein, bien évidemment, donc c'est pas très connu forcément en France, en Europe,
c'est moins connu, mais aux États-Unis, c'est vraiment un sport qui est très très apprécié par les Américains. Et donc, c'est du free fight, hein, si je puis dire, pour grossir le terme. Et donc, dans ce cadre-là, et dans ce cadre de ce partenariat, on a Vetchen qui a créé, donc j'ai plus de détails hein, dans un autre tweet. Hop, voilà ces gants. Je vais vous montrer les schémas très précis qui contiennent tout simplement des puces NFC, vous savez, qui vont permettre quelque part de donner des statistiques aux combattants, mais également aux personnes qui veulent acheter par la suite dans un aspect de collectible de collection ces gants, eh bien toutes les datas, toutes les données numériques liées à la durée de vie et même aux gestes faits par les propriétaires de ces gants, hein, par les athlètes, sur les mouvements, les frappes, etc. Donc il y a même un aspect de, comment dire, d'évolution technologique dans les outils. Ça rappelle presque des choses futuristes hein, qu'on ne pensait pas encore possible à notre époque. Mais là, on a tout simplement des gants intelligents. Voilà. Et donc cette puce NFC va recueillir les données et derrière, ça va permettre peut-être même aux combattants de s'améliorer sur leurs gestes, sur leurs mouvements, parce qu'ils vont pouvoir analyser chacun de leurs mouvements et chacune des données retranscrites par les gants. Totalement phénoménal. Et donc ça, c'est tout simplement Vetchen qui l'a mis en place. Donc c'est carrément un lien forcément avec la traçabilité de la blockchain, les données numériques, l'intelligence artificielle derrière, mais également l'aspect physique des choses, hein. Et surtout l'aspect de contrefaçon, puisque derrière, on a des gants qui sont authentifiés par la blockchain. Donc ça, c'est énorme. Ça, c'est vraiment une très grosse avancée, une très grosse bonne nouvelle, mais qui a été totalement noyé, hein, bien évidemment, hein, dans le panic sell de hier, hein. Et puis, bien évidemment, il y a des raisons hein, qu'il y a eu un panic sell, puisque ça a été en lien avec les attaques de l'Iran contre Israël. On en parlera en fin de vidéo. Et donc, toujours avec le VeChain, là j'ai un autre tweet de Crypto Busy, comme vous pouvez le voir ici. Donc BlackRock est bullish sur le narratif RWA, c'est-à-dire le Real World Asset. Et donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose que VeChain avait depuis longtemps mis en place, hein, avec notamment ses partenaires avec Walmart, ses puces NFC qui ont été mis sur les produits comme des bouteilles de vin, etc. Mais depuis vraiment très longtemps, depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu encore de reconnaissance de la part enfin, du marché crypto hein, sur cet aspect-là pour le VeChain, pour l'aspect de RWA et de la tokenisation. Et donc c'est pour ça que là, je fais vraiment une petite introduction sur la tokenisation et du potentiel hein, de la tokenisation vue notamment par BlackRock, mais également par HSBC par exemple, puisqu'on a tous les gros institutionnels qui désormais ont compris l'intérêt de la tokenisation sur les marchés financiers, mais également sur tout ce qui est de l'aspect physique en lien avec tout ce qui est commercial et tradable, si je puis dire. Donc c'est pour ça que vous avez par exemple Citi, HSBC qui rentrent dans le marché de la tokenisation et donc tous ces institutionnels voient et prévoient un marché donc de la tokenisation d'ici 2030 qui serait estimé à 16 trillions de dollars. Donc c'est 16 trillions de dollars, c'est la moitié de la dette américaine, hein, pour vous dire. Donc là, il faut dire qu'avec cet aspect-là des choses et ce marché vraiment énorme, eh bien VeChain a vraiment toute sa place pour occuper une place vraiment prépondérante dans ce marché, puisque en plus CoinMarketCap a rajouté cette semaine, hein, c'est pour ça que je vous le mets en avant, tout simplement VeChain dans la catégorie des Real World Assets. Ce n'était pas le cas auparavant. Voilà. Donc on voit que VeChain est de plus en plus inscrit, de plus en plus reconnu en tant que valeur pour et bien quelque part mettre en place de l'utilité réelle sur la blockchain. Enfin, en tout cas, de faire le lien entre tout cet aspect-là de données numériques, intelligence artificielle et tout l'aspect du triangle, trilemme des blockchains avec la rapidité, la scalabilité, décentralisation, sécurité. Voilà, donc VeChain est bien placé là-dessus. Ensuite, au niveau de la plateforme VBetter DAO, vous savez, on en a déjà parlé il y a quelques semaines. Donc, on est désormais donc, à une évolution, il n'y a plus deux dApps, mais désormais, il y en a cinq, comme vous pouvez le voir ici. Donc, il y a Vivo, il y a Mugshot, Cleanify,
Non-Fungible Book Club et Green Ambassador Challenge, la dernière dApps qui est sortie sur cette plateforme. Donc je rappelle que cette plateforme est toujours en alpha testnet, d'ailleurs écrit en gros, et qu'elle passera en mainnet en juin 2024, en 2 mois. Et donc le système est le suivant, c'est que vous avez un système d'allocation de vote, comme vous pouvez voir ici, et donc chaque utilisateur de la plateforme VBetterDAO, à condition bien sûr de connecter son wallet, donc VWorld bien sûr, eh bien peut voter pour sa dApp préférée, qui sera ensuite, suivant les votes, eh bien mise en place définitivement sur la plateforme VBetterDAO. Et les autres seront mises de côté ou peut-être moins utilisées. Enfin, ça reste à voir. Mais en tout cas, on voit le principe. Donc, je reviens à l'exemple des dApps. Donc là, vous avez Vivo, c'est en lien avec la santé. Mugshot, c'est tout simplement une application qui permet de récompenser les utilisateurs à condition qu'ils prennent des photos de leur tasse de café régulièrement. Et donc, bien sûr, les récompenses, c'est ce qu'on appelle donc de la crypto-monnaie, c'est du B3TR et du V, et une autre crypto-monnaie, le V3TO. Donc, c'est-à-dire qu'en récompense de chacune des actions que vous faites dans ces dApps, vous recevez de la crypto-monnaie, donc V3TO et B3TR. Bref, pareil, cette dApp, donc Cleanify, le principe, c'est tout simplement de prendre en photo des coins publics qui sont sales, avec des ordures, etc. Et le principe, c'est de nettoyer cet endroit en prouvant derrière que vous avez bien nettoyé l'endroit, parce que vous prenez une photo des lieux qui sont propres désormais. Et ensuite, vous avez donc le Non-Fungible Book Club. Donc ça, c'est tout ce qui est en lien avec des NFT, mais audio. Donc, vous aurez la possibilité d'acheter peut-être de la musique, mais de manière très poussée, puisque ce sera des NFT, entre guillemets, et donc backup par la blockchain. Et enfin, vous avez le principe du challenge de l'ambassadeur. Donc là aussi, c'est tout un aspect focalisé sur la transition énergétique. Et donc après, bon, je ne me suis pas penché en détail là-dessus, mais le principe est toujours le même. Et donc, à chaque fois que vous utilisez ces applications, vous êtes récompensé derrière en crypto-monnaie. C'est pour ça que euh, VeChain parle très souvent de la traçabilité et de la récompense là-dessus en fonction des actions établies par les utilisateurs. Donc on est vraiment dans un nouvelle ère, hein, cet aspect-là, si VeChain arrive à démocratiser cet aspect-là des choses. Bon, je continue cette fois avec le prochain projet, donc Fetch.ai. Donc ça y est, on a désormais le vote qui est définitif et donc c'est officiel, hein, la super intelligence va avoir lieu puisque les 3 votes ont été positifs, donc à la fois pour fait, donc on a eu le ratio de 1 pour 1, c'est-à-dire un fait qui sera converti en un ASI qui a été voté, donc c'est bon, et les 2 autres votes qui concernaient donc Océan et Singularity ont également été votés en positif par les utilisateurs. Et donc, on aura bien un Océan qui sera égal à 0,43 ASI et un AGX qui sera égal à 0,43 ASI également. Voilà, donc là, ça y est, c'est officiel. J'ai pas la date, je n'ai pas trouvé de mise en place définitive de cet aspect-là. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui, du coup, ils ont mis en place et automatiquement c'est fait sur les plateformes exchange? C'est une bonne question. Ou alors ils vont peut-être avoir un peu un délai pour le mettre en place. Mais en tout cas, ça y est, c'est sûr, c'est officiel, hein, ça va se faire, puisque ça a été voté par la communauté. Et ensuite, là, très intéressant, donc j'ai un tweet de Sensei, comme vous pouvez le voir, qui montre tout simplement donc l'activité sociale des projets. Et regardez, on voit que le premier projet qui a le plus d'activité et d'interaction sociale, eh bien, c'est tout simplement Fête. Et comme Fête va fusionner avec Agix, eh bien, on a Agix, regardez, qui lui aussi explose en termes à une très bonne place en termes d'interaction sociale. Et on aura forcément Océan, hein, qui est peut-être un peu plus loin, mais qui va aussi intégrer sa propre démarche de sociale avec Fed. Donc en fait, Fed va combiner 2 autres crypto-monnaies avec leurs fans, hein, si je puis dire, et donc à toute la place, puisqu'il est déjà leader dans l'aspect social des choses, même devant TAO et RNDR par exemple,
eh bien, va encore plus booster cet aspect-là des choses. Donc, on est vraiment en train d'assister à l'émergence d'une super euh, entreprise, si vous voulez, une super organisation, c'est pour ça qu'ils disent une super intelligence d'ailleurs, sur l'intelligence artificielle. Et donc pour le meilleur et pour le pire, presque on pourrait dire ça fait peur. Hein. Si d'ailleurs on arrive dans quelques années à avoir une machine à cash, hein, une entreprise qui crée capable de défoncer tout sur son passage, un peu comme Google, Facebook, etc. Hein. En fait, les méga entreprises, méga corporations que l'on connaît aujourd'hui. Mais là, ce serait sur l'intelligence artificielle. Bon, donc en tout cas, c'est très bon signe. Hein. Là, c'est un très bon point pour le projet en tout cas, puisque tout est dans le vert pour l'instant. Après, il faut se méfier juste de comment ça va se passer. Est-ce que ça va bien se passer au niveau technique, au niveau du ASI, tout ça? Honnêtement, je n'en sais rien. C'est une première à laquelle j'assiste. Une fusion de trois crypto-monnaies, c'est vraiment une première pour moi. Donc, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Bon, allez, après, cette fois, je passe directement aux actualités crypto plus générales, les amis, parce que je vous l'ai dit, hein, je n'ai pas d'autres infos vraiment importantes pour les autres projets. Donc, je vais commencer par les actualités crypto au niveau d'un article de cryptost.fr, donc l'USDT pour être retiré des plateformes d'échange européennes avant juin 2024, puisque effectivement, avec l'arrivée donc de la loi MiCA qui doit rentrer en vigueur cette année, eh bien, on a tout simplement le PDG de Tether qui a mis en garde, donc Paolo Arduano, contre et qui a critiqué bien évidemment hein, les entités de régulation européennes au niveau des lois MiCA, parce que Tether apparemment n'est pas à jour par rapport à ces lois. Donc autant on ne pourra plus utiliser en Europe, on n'aura plus le droit d'utiliser le Tether, en tout cas sur les plateformes exchange centralisées européennes, bien évidemment. Ça ne concernera pas les plateformes qui seront hors de l'Union européenne. Donc déjà, première information. Deuxième information de Coin Academy, Bitfinex Securities introduit la première dette tokenisée du Salvador pour financer un hôtel. Donc voilà, on y est, on a le narratif RWA, c'est confirmé, donc Will World Asset. Quand BlackRock, HSBC, Citi parlent d'un marché de 16 trillions de dollars en 2030 sur le marché du Real World Asset et de la tokenisation d'actifs, eh bien on y est. On voit que là, c'est pas du pipeau puisque ça commence en 2024 avec Bitfinex Securities par exemple, qui a tout simplement introduit la première dette tokenisée du Salvador. Donc là, c'est intéressant ce qui se passe quand même. Et je rejoins donc tout à fait le narratif RWA. Après, c'est à vous de voir sur quelle crypto-monnaie en lien avec le RWA vous préférez, parce qu'il y en a vraiment un bon paquet. Mais on voit que c'est un bon narratif là qui est en train de prendre de l'ampleur, peut-être au même titre, je dirais, que l'intelligence artificielle. Voilà, parce que derrière, on a tout un marché économique qui va se transformer, c'est une révolution, puisqu'on va faciliter tout à fait la transparence, la confiance dans les échanges commerciaux sur tous les niveaux, parce que tout est virtuel aujourd'hui, donc si on arrive à tokeniser et à prouver qu'un actif virtuel eh bien, soit une action boursière, un titre de propriété numérique, etc., eh bien là, c'est fini. Il y aura plus de contrefaçon, plus de voleurs, enfin bref. Voilà. Donc, quoique, on serait capable de trouver encore une combine, hein, mais pas les petits voleurs, là, ce seraient les gros voleurs. Bon. Allez, je continue, hop, avec un autre article du journal du coin.com. La banque des banques BRI resserre les taux réglementaires sur les stablecoins. Donc on voit que là, les stablecoins sont toujours les petits vilains canards au niveau mondial, hein, puisqu'on voit bien qu'entre la loi MiCA et Tether, qui n'est pas peut-être pas dans les clous par rapport à cette loi MiCA en Europe, et en plus on a la banque des banques qui visiblement resserre donc les vis sur les stablecoins. Donc, on verra bien ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il va falloir se méfier parce que forcément, hein, les stablecoins sont très très importants dans le marché crypto. Je vous rappelle simplement parce que si vous voulez stabiliser vos actifs, c'est-à-dire sortir du marché, et d'ailleurs c'est une stratégie hein, qu'il faudra que tout le monde ait en tête parce que là on a le bull run, ça dure 2 ans, et puis après on a le bear market. Donc à un moment, il faudra bien penser à retirer ses actifs, prendre des profits en tout cas, enfin, du moins je vous le souhaite et penser à une stratégie de sortie
pour stabiliser ces actifs. Donc, le mieux, c'est les stablecoins pour éviter, bien évidemment, la taxe des 30% des impôts. Bon. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui sera surveillé, hein, bien évidemment, mais pour l'instant, pas non plus de voyants rouges hein, ou d'alarme sonore là-dessus. Allez, donc c'est tout pour les actualités crypto plus générales aujourd'hui. Donc maintenant, je passe aux actualités économiques. Et là, par contre, ça bouge, c'est vert, parce que là, j'ai un article de latribune.fr. Le prix du pétrole augmente sur fond de tension avec l'Iran. Bon, bah, je vous apprends rien quand je vous dis que l'Iran, voilà, a attaqué l'Israël hier. Alors, ça s'est calmé aujourd'hui. Donc, ils ont juste attaqué des drones. Ils n'avaient peut-être pas vraiment l'intention de faire des dégâts, parce que toutes leurs attaques ont été repoussées en majorité, en très grande majorité, par Israël. Mais derrière, forcément, là, on est monté d'un cran dans les tensions, ça c'est sûr, au Moyen-Orient. Donc là, le problème, c'est que c'est pile poil l'événement qui fait que les marchés financiers détestent. Alors là, c'est l'incertitude, et donc on a les traders, les investisseurs qui paniquent, et donc forcément, ça fait monter les prix du pétrole qui sont liés notamment avec la géopolitique du Moyen-Orient. Donc on n'est pas à l'abri. En plus, c'est fou parce qu'on est dans une phase où, regardez, on est en train de gagner quelque part le combat contre l'inflation. Et là, bim, on va se taper voilà, tout le problème donc, lié à peut-être au contexte géopolitique, au même titre que la guerre russe-Ukraine, vous savez, en 2022. Et donc là, j'ai un autre article de Le Figaro. Sauf surprise, la première baisse des taux de la BCE doit avoir lieu le 6 juin, estime Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France. Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire que là, on a donc les banques centrales, donc l'inflation est en train de repartir aux États-Unis, donc là, elle repartir à 3,5% contre l'objectif des 2% souhaités. Donc là, on est déjà en train de dire aux États-Unis que les taux directeurs de la Banque centrale américaine ou la Fed, eh bien, finalement, on va peut-être pas baisser autant que ce qu'on voulait, déjà, dans un premier point. La politique économique américaine impacte forcément celle européenne depuis très longtemps. Et là, on a donc récemment le gouverneur de la Banque de France qui déclare sauf surprise, mais la surprise, on l'a déjà eu, on a eu l'attaque de l'Iran contre Israël, mais après, on va voir si ça reste là ou si ça dégénère totalement. Là, c'est encore autre chose, bien évidemment, mais là, on a vraiment, on va dire, le monde qui est sur une corde raide, hein, on peut le dire, au niveau des marchés financiers. Sans compter la crise immobilière mondiale, hein, au niveau des promoteurs immobiliers, sans compter le marché boursier qui est en pleine bulle spéculative, sans compter effectivement aussi au niveau de l'intelligence artificielle, on l'a vu avec Nvidia, la bulle spéculative, enfin, il y a beaucoup de choses quand même qui sont très incertaines. Je ne parle même pas de la situation des banques aux États-Unis, qui là aussi n'a pas l'air d'être très solide, ou du moins réparé en totalité par rapport à 2023. Donc on risque d'avoir des nouvelles encore sur ce chapitre-là. Donc tout ça fait que cette instabilité générale amène en fait à une chose, c'est que là j'ai un article de Bullion, enfin je suis sur le site de Bullion Vault, comme vous pouvez le voir, et j'ai le cours de l'or sur 20 ans. Et regardez, on a un véritable bull run de l'or en 2024, puisque entre le 19 décembre 2023, donc nous étions à 1846 euros l'once, enfin 59 000 euros, 358 voilà, le kilo d'or, et donc là, en 18 mars, nous sommes à 70 000, quasiment 71 000 euros le kilo d'or, donc 24 carats. Donc là, on est vraiment dans une période, vous voyez, en 20 ans, nous n'avons jamais eu une corde aussi raide, enfin une courbe aussi raide pour l'augmentation des prix de l'or. Vous voyez, même en 2008, on n'a pas eu ça. En 2022, 2020, quand on a eu les confinements, que les marchés étaient très incertains, pareil, on n'a pas eu une courbe aussi raide. Donc là, on voit vraiment qu'il se passe quelque chose et que l'or, en fait, réagit très fortement à toutes ces nouvelles, à toute cette instabilité géopolitique. Donc c'est pour ça que ce sera tout, hein, les amis, pour cette actualité crypto numéro 70. Mais c'est pour ça que je rappelle que les actifs aujourd'hui, peut-être où il y a le plus
de valeur refuge, c'est le Bitcoin, les crypto-monnaies, mais surtout le Bitcoin, bien évidemment, et également enfin, l'or physique et l'argent physique. Parce que l'argent a également monté, mais n'est pas à son niveau historique, n'est pas à son ATH. Voilà. Donc c'est surtout l'or en fait. Donc là, ce qu'on peut voir vraiment, c'est deux bagues qui se distinguent vraiment du reste. Donc l'immobilier, ben, vous pouvez, mais si vous avez du cash, entre guillemets, parce que les taux directeurs sont encore au niveau maximum. Donc pour prendre un crédit, c'est pas idéal. L'immobilier, sachez également que c'est en pleine crise, hein, puisqu'on a les promoteurs immobiliers qui sont en train de se casser la figure. C'est la preuve. On a les marchés boursiers, donc là c'est totalement incertain vu la situation géopolitique. Je vous apprends rien. Donc voilà, il reste vraiment l'or et le Bitcoin numérique pour l'instant qui tiennent la route. Et on l'a vu, après, petite réserve sur le Bitcoin, on a vu quand même que quand l'Iran a attaqué Israël hier, eh bien, le Bitcoin a perdu quand même, a fait une descente directe. Donc on voit qu'il y a quand même un lien entre les événements géopolitiques et les prix du Bitcoin. Et donc ça, si on a un crash mondial ou même une troisième guerre mondiale, mais j'aime pas dire ce terme-là, on va dire, eh bien, je serais curieux de voir comment va réagir le Bitcoin, mais il est très fort possible qu'il chute très fortement également, avant de remonter peut-être directement. Enfin voilà, donc là c'est vraiment le Bitcoin, l'actif où personne ne sait comment il va vraiment réagir en cas de crise financière mondiale avérée et affichée. Bon, après c'est mon avis, hein. Je rappelle que tout ça c'est mon avis personnel et que chacun voilà, doit se faire son propre avis, sa propre opinion, ses propres recherches surtout, avant de prendre des actions, hein. Très important. Allez, sinon on reste positif, on y croit, tout va bien se passer, à condition bien évidemment de se projeter dans le futur, hein, de mettre en place des solutions pour son propre patrimoine, portefeuille, etc. Mais on voit que la diversification est de plus en plus importante, hein, ça c'est sûr, dans le monde dans lequel nous dirigeons. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Prenez soin de vous. La bise. Ciao.